Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. Le décret du 25 mai 2021 modifiant le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, supprimant la durée de l'autorisation accordée par le garde des Sceaux à titre temporaire ou occasionnel à un ressortissant d'un État membre de l'UE pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises, a été publié au Journal officiel. Le texte vient donc supprimer le deuxième alinéa de l'article 31-5 du décret du 28 octobre 1991 qui prévoit que l'autorisation à accorder à un avocat européen d'exercer à titre temporaire ou occasionnel est délivrée pour une durée d'1 année renouvelable. Le décret supprime la durée de l'autorisation accordée par le ministre de la Justice à un ressortissant d'un État membre de l'UE. Le texte entre en vigueur ce vendredi 28 mai. Une ordonnance publiée au Journal officiel du 27 mai 2021 est prise sur le fondement de l'article 37 de la loi DADU, DDADU, procède à la transposition en droit français de certaines dispositions de la directive ECN+. Cette directive donne notamment davantage de moyens aux autorités de concurrence des États membres. L'ordonnance permet de transposer les dispositions de la directive qui ne font pas déjà partie du droit français. En effet, la plupart des exigences clés de ce texte sont déjà satisfaites en France depuis la loi LME qui a remplacé le Conseil de la concurrence par l'autorité de la concurrence et l'a doté de pouvoirs et de moyens renforcés. Parmi les dispositions de la directive non encore présentes dans le droit positif interne, certaines nécessitent l'introduction de mesures nouvelles ou des modifications substantielles des textes en vigueur. D'autres dispositions de la directive viennent préciser, modifier ou clarifier d'autres dispositions. Parmi les nouvelles mesures et les modifications substantielles, on retrouve la possibilité pour l'autorité de la concurrence de rejeter des saisines lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité, la possibilité, toujours pour l'autorité de la concurrence, d'imposer aux entreprises ou associations d'entreprises non seulement des mesures coercitives de nature comportementale, mais aussi des mesures coercitives de nature structurelle proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser effectivement l'infraction. Ou encore, la possibilité pour l'autorité d'agir non seulement à la suite d'une saisine, mais aussi de sa propre initiative pour ordonner l'imposition de mesures conservatoires. S'agissant des critères de détermination de la sanction, le critère de la durée de l'infraction, qui figure aujourd'hui dans le communiqué de l'autorité de la concurrence relatif à la détermination de la sanction et qui est pris en compte pour établir la sanction, est désormais inscrit dans la loi. Le critère de l'importance du dommage à l'économie présent dans le droit positif n'est ni exigé ni interdit par la directive. Afin de lever toute ambiguïté à l'égard de la notion de réparation d'un dommage subi par une victime d'une pratique anticoncurrentielle, l'ordonnance procède à sa suppression. Pour plus de précisions sur les apports de cette ordonnance, je vous invite à lire la brève de Vincent Téchenet au quotidien de ce jour. Le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. En l'espèce, après expertise ordonnée en référé, un voisin avait assigné ses différents voisins en désenclavement de ces parcelles en demandant que la servitude de passage soit fixée selon un tracé proposé par l'expert. L'un des voisins faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'avoir fixé l'assiette de la servitude pour enclave qu'il instituait au profit du fonds suivant un autre tracé que celui qui était réclamé dans le dispositif des écritures d'appel. Il soutenait que la Cour d'appel ne pouvait statuer que sur les demandes énoncées dans le dispositif. Et dans sa décision du 20 mai dernier, la Cour de cassation écarte l'argument. Lorsque les propriétaires intéressés sont partis à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.
C'est par conséquent, sans modifier l'objet du litige, que la Cour d'appel avait fixé, selon l'autre tracé proposé par l'expert, l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé. Que faut-il retenir de la publication de la loi sécurité globale ? Ce sont 80 articles intéressant à la fois les prérogatives de la police municipale, le secteur de la sécurité privée, la captation d'images par les forces de l'ordre et la protection de ses membres, qui ont été publiés au journal officiel du 25 mai. S'agissant de la police municipale, la loi renforce les pouvoirs et le rôle de proximité de la police municipale et facilite les mises en commun de policiers municipaux et des gardes champêtres. La loi prévoit par ailleurs la création future d'une police municipale de Paris. Au niveau municipal toujours, la loi renforce également l'information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune. S'agissant du secteur de la sécurité privée, les prérogatives de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sont renforcées. Les conditions d'octroi de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée sont durcies. La loi autorise par ailleurs le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant notamment à adapter l'organisation et le fonctionnement du Conseil national et à modifier les modalités d'obtention des certificats professionnels se rapportant aux activités privées de sécurité. Le texte permet également au préfet d'autoriser les agents de sécurité privée à surveiller des actes de terrorisme. S'agissant de la vidéocaptation et de la captation d'images, la loi étend les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et RATP peuvent, dans le cadre de leur mission de sécurité, visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules. Le texte élargit le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, auxquels peuvent accéder les policiers municipaux, ainsi que certains agents de la ville de Paris. Il modifie également les conditions d'utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale. La loi crée par ailleurs un cadre pour l'utilisation, par les forces de l'ordre, de drones équipés de caméras. À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Enfin, le texte supprime l'octroi des crédits de réduction de peine en cas d'infraction commise à l'encontre d'élus ou de dépositaires de l'autorité publique. Les personnes concernées pourront toutefois bénéficier de réduction de peine en cas de bonne conduite.